Hello à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur ma grossesse. C'est une vidéo que vous avez choisie via un sondage que j'ai posté sur Instagram en story. D'ailleurs merci énormément. J'ai de plus en plus de personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube et qui s'abonnent à mon compte Instagram. J'ai certaines parmi vous qui commentent les vidéos, qui m'envoient des messages aussi sur Instagram, donc vraiment merci beaucoup. C'est vrai que j'apprécie particulièrement de pouvoir le faire puisque ça donne un sens à ce que je fais. Et vraiment merci beaucoup pour ça. Comme je vous le disais, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur ma grossesse. Je pensais à la base faire une vidéo grossesse-accouchement. Simplement, j'ai tellement de choses à dire sur ma grossesse et sur mon accouchement que j'ai pas envie de bâcler ça. Je préfère le faire en 2 vidéos, histoire que je puisse prendre le temps de vous raconter tout ce qui s'est passé. J'ai investi dans du matériel pour pouvoir filmer mes vidéos, puisque j'en avais marre d'avoir le focus qui se mettait tout le temps n'importe comment. La qualité de la vidéo elle était nulle clairement. Donc là, j'espère que ça rendra mieux. Je le verrai qu'au montage du coup. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez aussi que c'est mieux que les anciennes vidéos. J'aime quand ce que je fais, c'est fait correctement. Quand je fais quelque chose, j'aime le faire vraiment à 100%. Et là, c'est clairement pas le cas. Donc bon, j'espère que ça ira mieux que les anciennes. Du coup, c'est parti pour la story time de ma grossesse. Déjà, dans un premier temps, je voulais faire un disclaimer. Je me la pète quand je dis ça. Mais je voulais faire un disclaimer parce que je vais vous parler de choses dans cette vidéo qui concernent, je crois, au plus 3 à 5% des femmes. Si vous êtes enceinte, si vous avez un projet bébé, c'est pas parce que ça s'est passé comme ça pour moi que ça se passera comme ça pour vous. Et je vous le souhaite vraiment, je vous souhaite pas que ça se passe comme ça. Mais en tout cas, moi c'est comme ça que ça s'est passé. C'est vraiment mon histoire. C'est pas... je sais que je suis quelqu'un de très stressé. Et si j'étais tombée sur ce genre de vidéo, ça m'aurait angoissé encore plus. Mais j'aurais aimé tomber sur ce genre de vidéo quand ça m'est arrivé. Donc... j'ai fait le choix d'en parler avec vous aujourd'hui. Mais voilà, je tenais à faire ce petit disclaimer histoire que ce soit pas anxiogène pour les personnes qui veulent ou qui attendent un bébé. Donc on va commencer par le commencement. Déjà, il faut savoir que cette envie de bébé, elle est venue vraiment d'un coup de notre côté commun avec mon chéri. On avait envie d'avoir des enfants, mais voilà, on ne se projetait pas dans l'immédiat. C'était... voilà, pour quelques années plus tard. Et en fait, c'est devenu de plus en plus évident. En fait, on avait envie d'agrandir notre famille, en fait. Et donc, du coup, j'ai arrêté ma contraception. Et voilà, on a laissé les choses faire en se disant que ça prendrait du temps. On s'était mis en tête que ça prendrait du temps. Ce qui est normal, en général, ça prend du temps. C'est pas immédiat. Et en fait, ça a été immédiat. Je suis tombée enceinte 2 mois après, je crois, après avoir arrêté ma contraception. Malheureusement, c'est une grossesse qui n'a pas été menée à terme. J'ai fait une fausse couche précoce. Je pense que j'en parlerai parce que quand j'étais dans cette situation-là, je ne trouvais pas en fait de témoignages de personnes qui avaient été dans la même situation que moi. J'avais besoin de me sentir rassurée, de me dire que voilà, c'était une épreuve considérable et que ça me marquerait à vie, mais que c'était ok avec ça et que ça pourrait aller bien après. Donc malheureusement, cette grossesse n'a pas été menée à terme. Et après ça, j'ai eu beaucoup d'examens aussi compliqués. Mais après ça, cette envie d'avoir un enfant, elle est devenue viscérale. C'était maladif. Je comptais mes jours d'ovulation, je calculais tout. C'était devenu vraiment maladif. Une fois mon retour de couche arrivé, vraiment je calculais tout. Je regardais quel jour on était, quel degré d'ovulation c'était. Je prenais ma température tous les jours. Vraiment, c'était vraiment devenu maladif. Je suis allée voir une magnétiseuse parce que j'avais envie de me sentir mieux en fait. Cette situation, elle devenait anxiogène. Quand je suis allée voir cette magnétiseuse, j'ai vraiment relâché. 2 semaines après, je sais pas pourquoi, je sens qu'il se passe quelque chose. Finalement, j'ai pas lâché prise, clairement. Mais là, j'étais persuadée qu'il se passait quelque chose. C'était évident que j'étais enceinte. Donc j'ai attendu que mon chéri parte au travail le matin, que je suis allée faire la prise de sang.
parce que j'avais pas envie de faire de test urinaire. J'avais envie vraiment de faire une prise de sang, sachant que j'en ai vraiment fait beaucoup avant, parce qu'en fait, même quand vous faites une fausse couche, vos taux de bêta-HCG sont encore positifs, ils diminuent petit à petit, mais selon le stade de la grossesse, ils étaient plus ou moins élevés. Donc ils diminuent forcément, et en fait je faisais des prises de sang pour voir si ça diminuait, si ça augmentait, si j'étais enceinte, pas enceinte. Et qu'à attendre en fait le résultat de la prise de sang. Je le reçois et les taux sont beaucoup plus hauts que ce que j'ai eu sur ma dernière prise de sang. Donc en fait ça fait pas de doute, je suis enceinte. J'étais très heureuse, j'ai pleuré de joie, mais vite s'est mêlée la peur. Et je me suis dit, là comment ça va se passer? Je ne l'ai pas annoncé tout de suite à mon chéri. En fait je me posais 10 000 questions. J'ai attendu une semaine. Et en attendant, j'ai acheté un body personnalisé, j'ai acheté deux, trois affaires comme ça pour pouvoir lui annoncer différemment. Ça allait tomber le jour de l'anniversaire de notre rencontre. Donc je me suis dit, j'attends un petit peu. Et si tout se passe bien, je lui annoncerai à ce moment-là. Je lui ai annoncé comme ça que j'étais enceinte. À partir de là, je me suis sentie libérée. Je suis très angoissée et lui est plutôt calme. Il va réfléchir à la situation. Et il va savoir m'apporter les bons mots, en fait, au bon moment. Et à partir de là, j'ai commencé à vraiment me dire, kiffe le moment, genre vraiment apprécie le moment que tu vas vivre, parce que c'est magique, genre t'attends un bébé. Je l'ai su en fait très tôt, j'ai été enceinte de 3 semaines et demie, je l'ai su vraiment très tôt. Passe les semaines, au bout de la 6e semaine, je vomis. Il faut savoir que pour ma première grossesse, j'ai perdu 8 kilos. En 2 mois et demi, j'ai perdu 8 kilos. Et je me dis, là, j'ai vomi. Et je me sentais super bien, genre je me suis dit, c'est bon, j'ai vomi une fois, c'est pas grave. Je vomis pas pendant 2 jours, je crois. Et là, je me mets à vomir à partir de là, 20 à 30 fois par jour. J'étais une morte vivante. Je ne tenais pas debout. Je me levais uniquement pour aller vomir. Ça m'est arrivé des fois de me faire pipi dessus en vomissant. J'étais mais dans un état catastrophique. J'ai été hospitalisée plusieurs fois à la journée pour pouvoir me réhydrater parce qu'en fait, clairement, j'étais vraiment dans un état pas possible. On a essayé tous les traitements. Alors, l'eau citronnée, le gingembre, bois de l'eau pétillante à petites gouttes, tu verras, ça va passer. Moi aussi, j'ai vomi un petit peu, genre, j'avais que des témoignages comme ça, en fait, de personnes qui avaient eu des petites nausées, des vomissements, mais c'est passé. Et en fait, toutes les semaines, je me rappelle, toutes les semaines, enfin, j'étais toute la journée au téléphone avec ma meilleure amie parce que clairement, j'étais dans mon lit à regarder Grey's Anatomy. Vraiment, je regardais des trucs en plus. Je regardais Grey's Anatomy pour me changer un petit peu les idées. Je vomissais, j'étais au téléphone avec elle, je dis attends, bouge pas, je reviens, je vais vomir. Et en fait, toutes les semaines, on se disait, bon, enfin, cette semaine, j'ai vu sur internet que c'est la semaine la plus haute. On me disait la semaine prochaine, ça va aller, genre. Et toutes les semaines, je me disais ça, genre la semaine prochaine, ça va aller. Et arrive ma T1, donc la première échographie, l'échographie du premier trimestre, en fait. Et je lui dis, en fait, donnez-moi quelque chose, prescrivez-moi quelque chose, parce que je n'en peux plus, je ne tiens pas debout. Donc j'ai essayé le métoclopramide, je crois. C'était une catastrophe, ça fonctionnait pas. J'ai essayé le Donormil, ça me soulageait un petit peu, mais clairement un petit peu. Genre au lieu de vomir 20 fois par jour, je devais vomir 15. J'ai été hospitalisée de nouveau. Je me rappelle cette fois-là. En fait, c'était la semaine où on m'avait annoncé que j'avais perdu mon premier bébé. Donc j'étais dans une angoisse, mais pas possible. Je voulais absolument pas aller à l'hôpital. Et ma meilleure amie, elle me voyait dans un état pas possible, donc elle me dit mais en fait si, on va y aller parce que tu tiens plus debout. Elle était enceinte jusqu'au cou, donc on est allé à l'hôpital, enfin on est allé à la maternité. Je me rappelle, ils m'ont fait l'échographie, je redoutais ça, mais comme pas possible. Et en fait, c'était un monsieur, il me passe le Doppler en fait sur le ventre. Et je me souviens, je lui dis mais est-ce qu'il y a une activité cardiaque? Enfin vraiment, j'ai utilisé des termes en plus, mais c'était même pas... C'était hyper médical, genre c'était une barrière pas possible. Je dis est-ce qu'il y a une activité cardiaque? Après je vous le dis comme ça, mais j'étais pleine de sanglots. Il me dit oui. Je me suis effondrée de soulagement.
Et en fait, après ça, je lui ai dit, mais donnez-moi tout ce que vous avez pour que j'arrête de vomir toute la journée, c'est pas possible. Et ils m'ont donné le Zofren. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le Zofren, on ne peut pas l'avoir pendant le premier trimestre puisqu'il y a des risques de malformation au niveau de la bouche. Ça s'appelle la fente labiopalatine. En fait, c'est un trou vraiment, c'est une fente vraiment au niveau de la lèvre. Et c'est pour ça qu'on ne donne pas ce traitement au premier trimestre. Mais là, j'ai été pile poil au moment où on pouvait me le donner. Donc ils m'ont donné, il faut savoir que c'est un traitement très très lourd. On m'avait prescrit un dosage plutôt élevé. Je devais en prendre 3 fois par jour. Et je me suis cantonnée à un demi-cachet par jour parce que je culpabilisais en fait de prendre un cachet autant lourd pour ma fille. Je savais pas que c'était une fille à l'époque, mais pour mon bébé. Et donc je me suis dit, c'est mort, je prends ça. Je vomissais aller jusqu'à 5 fois par jour quand je sortais, mais ça allait beaucoup mieux. Il y a eu des jours où je n'ai pas vomi. C'était très rare, mais il y a eu des jours où je n'ai pas vomi. Je m'en suis tenue à ça et toute ma grossesse, j'ai pris le cachet. S'il y avait un seul jour où je ne prenais pas le médicament, c'était foutu, je vomissais. Donc le deuxième trimestre a commencé, j'avais le traitement, ça commençait à aller beaucoup mieux. J'ai cumulé parfois Zofren de Normil. Je passais mes journées après allongées puisque en fait j'étais très faible, j'arrivais pas à manger grand chose. Tout ce qui avait trop de goût, trop sucré, trop salé. En fait, il fallait que je mange fade, puisque sinon, j'avais des remontées acides. Pas possible. Vraiment, elles ont commencé au deuxième trimestre et elles se sont mises en apothéose au troisième trimestre. Je mangeais des glaçons toute la journée pour essayer de me soulager. Je croquais des glaçons toute la journée pour essayer de me soulager tellement c'était horrible. Donc, je me nourrissais de concombres, de pâtes au gruyère. Si, de la pizza. La pizza, par contre, vraiment, ça y allait. Je mangeais de la pizza dès que possible. Donc, en soi, je mangeais rien. J'arrivais à rien manger sans vomir. Mais à partir du deuxième trimestre, ça commençait à aller mieux. Je vais pas dire beaucoup mieux, ça commençait à aller mieux. À savoir qu'au premier trimestre, j'arrivais pas à passer sous la douche. Donc, je me lavais au lavabo pour pouvoir avoir une toilette de fête quand même. Mais je ne pouvais pas passer sous la douche. Donc, deuxième trimestre, j'ai pu me doucher. Je sortais pendant une semaine, je sortais plus parce que voilà, c'était trop lourd. Énergétiquement, je donnais trop. Je me rappelle même d'une fois où je me suis enflammée. Je suis allée à Orchestra pour changer le babyphone. Et en fait, j'étais en train de parler avec la dame de la caisse. Et puis d'un coup, silence radio, j'ai fait un malaise, j'ai perdu connaissance. Vraiment, je vous raconte ça, mais sur le moment, j'étais pas très sereine. Donc je perds connaissance, je pars avec les pompiers. En fait, ma glycémie était beaucoup trop basse. Du coup, j'ai fait ce malaise-là et à partir de là, je me suis dit bon, on va rester quand même tranquille parce que je suis tombée la tête la première et j'aurais pu tomber sur le ventre. Enfin, je suis tombée en arrière, mais j'aurais pu tomber sur le ventre. Au cours du deuxième trimestre, il me semble, j'ai commencé à avoir de l'hypersalivation. Autant vous dire qu'entre le vomi, les remontées acides, j'étais déjà servie, mais alors là, avis aux âmes sensibles, si vous êtes vite écœuré ou dégoûté quand on parle de quelque chose un peu dégueu, swipez. Parce que vraiment, swipez. Pour vous dire, je remplissais des bouteilles complètes de crachats à la journée. Ça me donne envie de vomir juste d'y penser. C'était horrible. J'avais toute la journée la bouche pleine de bave. Je ne pouvais pas tenir une conversation sans cracher. Mais il n'y avait rien. J'ai fait le tour de toutes les pharmacies. J'ai demandé au médecin, au gynécologue, à la sage-femme, demandé à tout le monde. Personne n'était capable de m'apporter une solution contre l'hypersalivation. Mais c'était horrible. Et en plus, alors au début, je crachais dans un verre. Je me disais, c'est bon, je crache un petit peu et ça va passer. Le verre, ça suffisait plus. J'étais obligée de cracher dans une bouteille. Mais vous imaginez pas la honte que c'est quand vous discutez avec... Alors quand vous discutez avec votre famille ou quoi, ça va. Mais quand vous discutez avec des gens que vous connaissez pas, je me rappelle, j'allais au cours de préparation à l'accouchement.
Donc j'arrivais avec mes bas de contention parce que forcément je faisais malaise sur malaise, donc bas de contention, dégaine. Je mettais ceux donc, en plus c'était en plein été donc il faisait 50 degrés, je mettais ceux donc je rentrais encore. Des cernes comme ça, le vomi au coin de la bouche parce que forcément dès que je prenais la voiture je vomissais. Et ma bouteille de crachat. Je peux vous dire que j'ai dégoûté tout le monde autour de moi. Mais tout le monde autour de moi. Et quand je mangeais, j'allais manger chez les gens, je crachais. C'est pour vous dire comme c'est dégueu. Mais en fait, c'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas. J'avais trop de salive. C'était pas possible de l'avaler. Puis je vomissais toute la journée. Donc autant vous dire que si je l'avalais, je vomissais encore plus. Ah mon Dieu, c'était horrible. Et par contre, le jour où j'ai accouché, j'ai craché. Non, je vous dis des bêtises. J'ai arrêté de cracher le jour où je suis sortie de la maternité. Autant le vomi, j'ai vomi en accouchant. Clairement, on va se le dire, j'ai vomi en accouchant. Mais dès que j'ai accouché, c'était terminé. Dès que j'ai accouché, j'ai pu. Je vous dis pas, comme j'ai dégusté les plats de la matou, on me dit tu verras, c'est pas bon. Je te conseille de te faire livrer. Mais écoutez-moi bien, j'ai tué les plateaux de la mat. J'avais repris un appétit. Alors après, entendons-nous bien, c'était pas un appétit de ouf non plus. Mais j'avais repris un appétit. Je pouvais manger. C'était fou pour moi. Vraiment, c'était fou. J'attendais mon accouchement avec impatience pour ça, pour pouvoir manger. Mais ouais, par contre, les vomissements se sont arrêtés dès que j'ai accouché. J'ai gardé l'hypersalivation sur mon séjour à la maternité. Dès que je suis sortie, j'ai arrêté de cracher. Ça s'est fait comme ça naturellement d'un coup. J'ai arrêté de cracher, j'ai arrêté d'hypersaliver. Pendant mon dernier trimestre, j'ai été quasiment que alitée en fait. Pourquoi? C'est que plusieurs fois je me suis retrouvée à l'hôpital avec ma fille qui était très basse. J'ai eu une fois une anecdote, mais alors ce jour-là, je me suis réveillée le matin, je commençais à avoir des contractions, mais je vous parle de ça 2 mois avant mon accouchement, j'étais à 7 mois de grossesse. Je commençais à avoir des contractions. Mon chéri part au travail, je l'appelle, je lui dis rentre tout de suite, on va à la mat, ça devient insupportable. Les chronomètres, elles étaient rapprochés et tout, et là je commence à me faire un film dans ma tête, je me dis je vais accoucher là, mon bébé va naître prématuré. Et dans ma tête ça fait 15 fois le tour, je me dis mais c'est horrible ce qui va se passer. Il rentre, il m'aide à me préparer, je tombe dès que je suis debout de douleur, c'était horrible. On va à la maternité, je hurle tout le long, j'arrive, ils me sortent un fauteuil parce que j'arrive pas à marcher, j'hurlais. Mais je me souviens vraiment de hurler. Et en fait, on me fait des examens, on fait les échographies, on fait un monito et tout. Il y a des contractions, elles sont là, on voit qu'elles sont intenses. Mais ma fille est pas si basse que ça, mon col est fermé, il n'y a rien qui se passe. Et en fait, je lui dis, je sens que ça pousse. Et je lui dis, genre là, je sens que ça pousse, mais derrière. Elle me dit, oui, c'est normal, pendant l'accouchement, ça peut arriver. Je dis, non, non, genre là, ça pousse, là. Je m'en souviens, la honte. Et elle me dit, vous avez envie d'aller aux toilettes? Je dis, ouais, je crois. J'étais paniquée. Je dis, ouais, je crois que j'ai envie d'aller aux toilettes, j'en sais rien. Et je lui dis, mais en fait, je crois que je suis un peu constipée. Et elle me dit, bougez pas, j'ai ce qu'il faut. Elle me donne quelque chose pour aller aux toilettes. Je vous passe les détails, mais effectivement, j'étais constipée. Ça a été mais vraiment hyper douloureux, genre j'avais vraiment... Et pour avoir accouché, je vous confirme que c'était des contractions que j'avais. Et en fait, on m'a fait le bilan avec la sage-femme qui m'avait accueillie. Et elle me dit, en fait, j'avais l'impression que c'était la tête. C'était pas la tête. C'était pas sa tête, d'accord? C'était complètement autre chose. Donc en fait, à partir de ce moment-là, bon, on a vu que j'étais constipée, et donc j'ai eu les traitements qu'il fallait. Mais on a vu qu'elle était très basse. Et elle me disait clairement que si sa tête était beaucoup plus basse que ça, il y avait quand même un risque que j'accouche prématurément. Donc j'ai été suivie tous les 15 jours à peu près, j'allais aux urgences. Vraiment, c'était ma deuxième maison là-bas.
Et tous les 15 jours, j'étais suivie pour voir l'avancée de ma grossesse, voir si elle descendait plus bas que ça. Je faisais des monitos à chaque fois et j'avais des contractions tout le temps. À tout mon 3e trimestre, j'ai eu des contractions tout le temps. Donc ces rendez-vous-là permettaient de voir en fait si mon col bougeait, si les contractions évoluaient de manière à accoucher. Les conseils du gynécologue de l'hôpital, je suis restée alitée complètement mon dernier trimestre jusqu'à ce que je sorte de la prématurité. Et bon bah finalement j'ai accouché à 40 SA, donc quasiment à terme. Et j'ai commencé à être suivie par le médecin de l'hôpital. J'ai de l'arthrose en fait au niveau du sacrum. En fait, moi, dans l'idéal, j'aurais aimé accoucher en plateau technique. Le plateau technique, c'est que vous allez avec votre sage-femme dès que le moment se prête à la maternité. Votre sage-femme vous accompagne à l'accouchement dans la maternité la plus proche et en fait dans laquelle elle travaille. Il me semble que c'est 3 heures après tous les bilans de votre bébé et pour vous, vous rentrez chez vous. Donc moi en fait j'avais pas du tout envie d'être à la maternité, j'avais envie de faire le mois d'or, j'avais envie de rester chez moi tranquillement, d'accoucher chez moi dans l'idéal, mais bon, pour un premier bébé je préférais faire un plateau technique. Et en fait j'ai commencé à être suivie à la maternité parce qu'on s'est vraiment posé la question de savoir si mon bébé allait passer. Jusqu'au jour de l'accouchement, je ne savais pas si j'allais pouvoir accoucher par voie basse ou non. Autant vous dire que le plateau technique j'ai oublié, j'ai fait un plan de naissance, j'avais envie d'avoir un petit peu la main sur mon accouchement dans l'idéal. J'ai fait mon plan de naissance en cas de césarienne et en cas de voix basse. Et j'ai essayé de me créer le plus de beaux souvenirs possibles de cette grossesse parce que je me suis dit, j'ai pas envie d'en garder une mauvaise image. J'ai pas envie de me dire toute ma vie, ma grossesse elle a été nulle, ma grossesse elle a été comme ci, ma grossesse elle a été compliquée, ça a été ci, ça a été ça. J'ai vraiment envie de me créer des beaux souvenirs pendant ma grossesse. J'ai demandé à ma soeur, qui est la marraine de ma fille, de nous organiser une gender reveal spécialement pour mon chéri et moi. Donc c'était la seule qui était présente. On est allé sur un trop joli spot au-dessus du lac d'Aix-les-Bains, pour ceux qui connaissent. Et donc après ma T2, j'ai demandé à mon sage-femme, puisque c'était un homme, de mettre le sexe de mon bébé dans une enveloppe. Je l'ai donné à ma soeur. Autant vous dire que vraiment j'étais stressée mais comme pas possible. Je savais au fond de moi que c'était une fille. Pourquoi? Parce que toute ma vie, je me suis dit j'aurais que des garçons. J'étais persuadée que j'allais avoir que des garçons. Et là, toute ma grossesse, je me suis dit, je vais avoir une fille. Je vais avoir une fille, c'est sûr, je vais avoir une fille. Et donc, du coup, j'étais stressée, mais comme pas possible. Je m'étais tout imaginé que c'était une fille. En fait, j'imaginais pas que ce soit un garçon. Et donc, à ce moment-là, on a percé un ballon où les confettis roses sont tombés. Donc, c'était vraiment un des moments les plus marquants de ma grossesse. On a fait une vidéo ce jour-là parce que voilà, on avait envie d'être que tous les deux, donc 3 avec ma soeur pour ce moment-là. On n'avait pas envie de faire ça avec nos familles. On avait vraiment envie que ce soit un moment intime entre mon chéri et moi. Et donc on a fait une vidéo pour pouvoir l'envoyer à nos familles pour leur annoncer le sexe de notre bébé de cette manière-là. Cette vidéo, je vais la reposter sur mon Instagram parce que ça va faire 1 an qu'on l'a faite. Et elle est tellement belle que j'ai envie de vous la partager. J'ai vraiment voulu créer des beaux moments comme ça, d'avoir des jolies photos. On a fait un shooting de grossesse avec un photographe professionnel. Ma soeur m'a prise en photo aussi à plusieurs reprises. J'avais vraiment envie d'avoir des beaux souvenirs de ma grossesse, de pouvoir montrer à ma fille que voilà, on a eu des beaux moments toutes les deux. J'ai pas envie qu'elle porte ça en fait, de se dire bah à cause de moi ma mère elle a été malade. J'ai pas envie, j'ai même pas envie de lui dire que j'ai été autant malade. J'ai pas envie de dramatiser non plus la situation. Aujourd'hui je vais très bien, elle va très bien et c'est l'essentiel. Ça a été un moment compliqué à passer, mais voilà, ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, c'est ce que je retiens de ma grossesse. Ça a été une grossesse compliquée, voilà, on va pas se mentir. Ça a été compliqué pour moi mentalement. Aujourd'hui je m'en souviens pas, c'est vicieux, mais je ne me souviens pas que ça a été autant compliqué. Quand j'en parle avec mon entourage, ils me disent mais comment tu fais pour oublier ça? Parce que eux ils l'ont vécu en même temps que moi, ils m'ont vu en même temps, ils m'ont vu en fait dans cet état-là. Ils me disent mais comment tu as fait, comment tu fais pour oublier ça? Et moi, je pense que la nature est bien faite, hein, puisque sinon je suis pas la seule à avoir eu l'hyper-MS gravidique. D'autres mamans l'ont eu, d'autres mamans ont eu d'autres grossesses. Alors si j'ai une autre grossesse un jour, peut-être
que ça se passera de la même manière, peut-être pas. J'espère que ça se passera pas de la même manière, mais on n'est pas à l'abri que ça se passe de la même manière. Et aujourd'hui, 7 mois après, ça ne m'empêche pas de vouloir d'autres enfants. Donc vous voyez, c'est un moment qui est compliqué, mais ça s'arrête. Le jour de l'accouchement, j'ai encore vomi, mais après avoir accouché, je n'ai plus jamais vomi. Je n'ai plus eu de remontée acide. J'ai arrêté de... Alors par contre, j'ai arrêté l'hypersalivation la journée. J'ai arrêté l'hypersalivation la journée, le jour où je suis sortie de la maternité. Mais aujourd'hui, 7 mois après, la nuit, j'hypersalive encore. En fait, j'ai gardé le mécanisme de me retenir d'avaler ma salive la nuit. Et je n'arrive pas à l'enlever en fait. Je pense que je vais tester l'hypnose d'ailleurs pour ça. Ou quelque chose dans le genre, mais j'arrive pas à arrêter de cracher. Enfin de cracher. J'arrive pas à arrêter d'hypersaliver. Mais je voulais absolument faire cette vidéo parce que pour moi, c'est hyper important de parler de choses comme ça. Parce que quand j'ai été enceinte, comme je vous le disais au début de la vidéo, je n'ai eu aucun témoignage de personnes qui vivaient la même chose que moi. Si j'en avais quelques-uns, mais c'était bref. J'avais autour de moi personne qui avait vécu une situation similaire. Donc pour moi aujourd'hui, c'est hyper important en fait d'en parler avec vous. Parce que je me dis que mon témoignage il peut servir à d'autres personnes. Et puis si jamais vous êtes dans cette situation-là et que vous avez besoin de conseils, vous avez juste besoin d'en parler, vraiment n'hésitez pas parce que je sais que moi j'en avais besoin et j'avais personne. J'espère que cette vidéo, elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vécu une situation similaire, si vous avez vécu une grossesse un petit peu similaire. Ça peut servir peut-être à d'autres personnes qui n'osent pas poser la question ou commenter. Ça peut peut-être leur servir d'avoir vos témoignages également sur cette pathologie-là, parce que c'est une pathologie de grossesse finalement. Avec du recul, je me dis, franchement, c'était pas facile. Mais je l'ai surmonté, donc c'est surmontable. Par contre, quand j'étais enceinte, je me disais, je vais mourir. Clairement, hein, je le dis ouvertement, je me disais, là, c'est trop. C'est physiquement, je ne peux pas plus. Je vais mourir. Et c'est pour ça que maintenant, quand j'en parle avec mon chéri, je me dis, ah ouais, quand on aura un deuxième enfant, il me dit, mais tu veux un deuxième enfant? Mais tu veux prendre le risque d'avoir une grossesse comme celle-là de nouveau? Je dis, bah ouais, moi, je sais pas de... Enfin, pas dans l'immédiat, hein, clairement pas dans l'immédiat. Mais pour moi, c'est pas insurmontable. Il me dit, mais moi, je suis pas prêt de revivre cette grossesse. On n'en parle pas assez, mais les papas... On avait notre rythme, voilà, on avait chacun nos tâches à la maison. Clairement, j'ai ma façon de faire et pour moi, si c'est pas moi qui fais le ménage, c'est pas bien fait. Donc autant vous dire que le ménage, je le faisais moins, mais j'adore ça, hein, c'est pas du tout, pour moi, c'est pas une tâche. Donc je faisais moins le ménage et à manger, j'adore cuisiner. Donc la plupart du temps, je cuisinais, puis il prenait la main sur les jours où j'avais la flemme. Mais là, il a dû, en plus de son travail, parce qu'il fait un travail quand même physique, il a dû faire tout seul. Et puis à côté de ça, il était tout seul tout le temps. Parce que moi j'étais dans la chambre, parce que juste l'odeur de ce qu'il cuisinait, je vomissais. Son odeur à lui de parfum, je la supportais pas. Donc en fait, il était tout seul tout le temps. Et je me dis, on n'en parle pas assez, parce que les papas, franchement, ça doit être compliqué. Enfin... Je sais que pour lui, ça a été très compliqué parce que déjà, de me voir dans un état comme ça, pour lui, il se sentait hyper impuissant. C'était horrible. Il était surmené de tâches à faire à la maison parce que je pouvais rien faire. Donc, il rentrait le soir, après une grosse journée de travail, il rentrait, il avait tout à faire tout seul. Il devait s'occuper de moi aussi parce que j'arrivais à rien en fait. J'arrivais à rien. Et à côté de ça, il avait ses peurs à lui, ses peurs de se dire que... ses peurs de futur papa. Et je me dis, pour un papa, de se dire que sa femme, elle est dans cet état-là. Il doit gérer des choses qu'il n'a pas l'habitude de gérer d'habitude. Et il va y avoir un bébé qui va arriver. Il savait que si je sortais sans lui, j'avais le risque de faire un malaise, de perdre connaissance, qu'il va venir me chercher à l'hôpital.
Donc c'était hyper angoissant. En plus, comme je vous le disais, j'étais très souvent à l'hôpital. Donc pour lui aussi, ça a été un moment hyper stressant, cette grossesse. Et à l'heure actuelle, lui est beaucoup plus anxieux à l'idée d'une future grossesse que moi. Mais bon, rassurons-nous, c'est pas pour tout de suite. Clairement, pas pour tout de suite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve dimanche prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Llegó la rumba.